Je suis Valérie Anjon, je suis directrice de recherche en économie à INRAE, à l'unité éco-développement. Mes travaux portent sur la transition agroécologique des systèmes alimentaires des petites économies insulaires, singulièrement dans les Outre-mer et dans l'espace Caraïbe. Alors je saisis ces petites économies insulaires comme de véritables laboratoires d'analyse qui préfigurent un certain nombre de mutations, de changements qui sont à venir. On parle de changements globaux. Ces changements globaux sont de diverses natures. Ils sont environnementaux, climatiques. Pour embrasser la question des défis à relever par l'agriculture martiniquaise, du fait des caractéristiques structurelles, notamment, qui sont évoquées, à savoir la petite dimension et l'insularité. Donc, cette idée d'éloignement, de distance renvoie à la périphéricité et génère par conséquent une structure de coûts particulière, des coûts de transport, des coûts de communication qui sont fondamentalement élevés. Du point de vue de la petite dimension, eh bien, on a des unités de production, hein, des entreprises, qui sont très souvent de petite taille. Il va être compliqué, vraiment extrêmement difficile de réaliser des économies d'échelle. C'est la configuration inverse qui se passe et les coûts de production sont très élevés. Enfin, troisième caractéristique liée à la petite dimension toujours, le fait que les ressources, on parlera ici de ressources naturelles, eh bien, elles sont limitées et fragiles. Alors, ceci a évidemment des conséquences directes sur la nature de la production, mais également les volumes qui peuvent être produits. On voit également une baisse tendancielle du nombre d'exploitations agricoles, hein. Tendanciellement, cette population générale en Martinique est vieillissante, et cela se répercute bien évidemment aussi au niveau du secteur agricole, pour lequel on voit une pyramide des âges des chefs d'exploitation agricole qui est très avancée. La dernière caractéristique qui est évoquée dans la littérature, c'est la dépendance extérieure, avec des chocs marchands, des chocs externes liés à la volatilité des cours des produits, par exemple. En Martinique, les exploitations spécialisées dans les cultures fruitières sont majoritaires et sur 630 unités de production, eh bien, plus de la moitié cultive la banane pour l'exportation. Donc on a une configuration très très particulière, des contraintes structurelles qui expliquent la forte vulnérabilité de ces petites économies insulaires et singulièrement de la Martinique. Il existe également des contraintes d'ordre organisationnel en Martinique pour avoir mené des enquêtes compréhensive avec les agriculteurs, avec les acteurs du conseil et de la formation agricole, eh bien, il ressort que il existe un certain nombre de difficultés à faire ensemble, de difficultés à l'action collective. Et il semble que le grain organisationnel qui soit pertinent, c'est autour d'une dizaine de personnes. Pour autant, la véritable question que cela pose, c'est celle de la capacité des groupes de petite dimension à pouvoir réaliser des actions ayant une réelle portée, hein, donc à mener des capacités, des actions de grande ampleur au-delà du groupe lui-même. Durant cette période coloniale, s'est instaurée ce qu'on appelle une économie de plantation. En l'occurrence, la colonie s'engageait à produire et écouler toute sa production vers la métropole et inversement, la métropole s'engageait à acheter la totalité de la production qui était élaborée dans la colonie. Alors à l'époque, c'était la canne, puis la banane, les dispositifs d'action publique, parce que le régime de l'exclusif est une politique publique. Donc, ces dispositifs d'action publique ont tout simplement évolué
au cours du temps, ont changé d'échelle avec l'intégration de la France à l'Union européenne, mais en marge de la plantation, alors en dehors ou aux confins même de la plantation, on retrouve une agriculture dite de résistance. Cette agriculture de résistance, alors quand elle se produit en dehors de l'exploitation, originellement, elle a été promue et valorisée par les marrons, c'est-à-dire les esclaves qui avaient échappé au système de la plantation. Et c'est là qu'on retrouve les prémices du jardin créole que nous connaissons aujourd'hui et qui a perduré dans le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'usage de ce pesticide a à la fois effectivement des effets sur la santé humaine, sur la santé des écosystèmes et conditionne quelque part les pratiques à la fois de production et de consommation. Donc on va retrouver des cultures qui sont peu sensibles, comme les arbres et les arbustes. On va retrouver des produits qui ont une sensibilité moyenne, la canne à sucre par exemple, la laitue, les curcumitacées, et puis des produits ayant une sensibilité très forte, c'est le cas des racines des tubercules. Avec plusieurs collègues, hein, nous avons travaillé certes sur l'analyse des freins, mais également sur la mise en œuvre de leviers qui pourraient être activés pour véritablement changer de modèle agri-alimentaire. Et nous avons identifié 23 leviers que nous avons regroupés en 6 familles. La première famille revient à la préservation des surfaces agricoles, mettre à disposition du foncier agricole pour les jeunes agriculteurs. On a vu que la population est vieillissante, que le nombre d'agriculteurs est en baisse, donc il y a vraiment une nécessité impérieuse de rendre attractive euh, cette activité agricole. La deuxième famille de leviers, c'est de pouvoir accompagner les changements de pratiques. C'est vraiment accompagner les exploitations pour en augmenter la performance. C'est aussi développer l'agrobiodiversité, c'est-à-dire la diversification, les associations, rotations sur ces exploitations, développer le conseil et la formation auprès des exploitants agricoles. C'est aussi repenser la question alimentaire, parce que l'un des défis majeurs de cette agriculture martiniquaise, c'est certainement de reterritorialiser le système agroalimentaire. Développer les industries agroalimentaires, c'est notre avant-dernière famille de leviers sur la base des produits locaux. On a de la saisonnalité, même si on est en milieu tropical et que la nature est très vive. Pour autant, on a des effets de saison et donc il faut pouvoir conserver ces produits de manière à les écouler, à faire des stocks et les écouler sur le temps long. Et puis, surtout, le levier des politiques publiques, donc faire évoluer les soutiens à l'agriculture. D'abord, ce qui me paraît important, c'est de dire que c'est que ce ne sont pas tant que ça des catégories d'acteurs à pré-identifier que de repérer ceux qui sont prêts à s'engager pour repenser le modèle agroalimentaire. Il y a d'abord ce travail de repérage à effectuer, de mise en visibilité, puis de monter en échelle. Et pour monter en échelle, c'est d'abord mettre en lien ces différentes expériences qui sont menées. Et pour cela, je crois beaucoup en l'intérêt de démarches de type Living Lab. Alors, expression qui nous vient
du monde anglo-saxon, hein, pour parler d'un écosystème d'acteurs véritablement vivants, où ces acteurs réfléchissent ensemble à un avenir commun et au changement transformatif. Et c'est bien par cette création d'intelligence collective, d'implémentation, de réflexion, de fertilisation croisée que très certainement de nouvelles actions à forte portée pourront être mises en œuvre de mon point de vue.